voilà. Un partout. Ouais. Donc on va lancer la première, premier épisode, on va dire hors série de l'été. L'histoire étant que Marketer Moment est un podcast qui a pour objectif d'aller à la rencontre des CMO pour parler de choses de marketing qui peuvent être un peu rébarbatives pour les non CMO, très tech. Et puis évidemment, on a lancé ce podcast il y a 8 mois maintenant. Et puis, plus ça avance, plus l'IA devient par défaut notre sujet principal. Du coup, cet été, on s'est dit, si on allait à la rencontre de gens qui avaient quelque chose à en dire de l'IA, des experts, des utilisateurs, enfin, il y a tout un tas de sujets, parce que je pense que c'est un sujet non seulement qui est infini, mais qui va tellement nous marquer dans le temps, qui nous marque intellectuellement et qui va nous marquer par bien des aspects que arrêtons de parler un peu de marketing, de stratégie marketing. Parlons de l'impact de l'IA et du coup notre premier invité c'est Monsieur Patrick Barabé que beaucoup de monde connaît. Si vous avez LinkedIn, vous connaissez Patrick, avec qui on va essayer justement de mettre un peu en perspective l'IA, pas trop en parler forcément techniquement, mais en parler en termes d'évolution, révolution et je pense fondamentalement de l'adaptation de l'humain à la machine, qui à mon avis est un de tes sujets, je dirais sous-jacents. Mais avant ça, Patrick, pour ceux qui te connaissent aussi et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, j'ai toujours du mal avec ça. Je vais faire très simple. Moi, j'ai une formation d'informaticien à la base. Et rapidement, je me suis aperçu que les informaticiens à l'époque, parce que moi j'ai connu Internet en noir et blanc, donc les informaticiens à l'époque gagnaient 3 fois moins que les vendeurs, donc je suis devenu vendeur de l'informatique. Et puis un jour, j'ai pensé que je comprenais pas trop comment fonctionnait le service dans le métier d'informatique, parce qu'il y a des gens qui vendaient du service très cher et mauvais, alors que moi je faisais cadeau du service très bon que je fournissais. Donc j'ai été traîné un peu dans les SS2I à l'époque et maintenant qu'on appelle maintenant des ESN pour m'apercevoir que c'était pas du tout mon truc d'être de l'autre côté de la barrière. Donc je me suis débrouillé pour me faire passer chez un client et après je suis devenu consultant pour des très grands groupes et des entreprises et petit à petit il y en a un qui m'a gardé longtemps. Et donc chez lui je suis passé par l'IT d'abord et ensuite j'ai fait un saut quantique, je suis passé dans le marketing à la demande du dirigeant. Le dirigeant en gros m'a dit j'ai vu que tu étais un peu actif sur les réseaux sociaux, ça tombe bien, on n'est pas bon sur le sujet, tu vas t'en occuper. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans le marketing à la com il y a 10 ans. Et tout en gardant derrière quand même tous ces éléments-là, puisqu'il m'arrivait de faire des conférences, d'interventions, j'accompagnais des gens, je faisais des cours, etc., sur les sujets que j'avais un peu délaissés sur le plan professionnel, qui sont la vente, le management, etc. Parce que j'ai encore des choses à faire et que si je ne pratique pas quelque chose, je l'oublie, comme beaucoup d'ailleurs. Voilà. Donc je suis maintenant complètement dans le monde de la communication digitale et dans le monde du marketing digital. Et j'en faisais au départ un peu comme Monsieur Jourdain, sans savoir, et puis maintenant j'en fais de façon très professionnelle et depuis peu de temps maintenant, j'ai décidé je suis devenu donc associé d'une structure il y a très peu de temps, hein, d'une structure qui fait de la com digitale et du marketing digital, et je m'occupe de toute cette division-là pour l'accompagnement des structures de type PME, PMI. Je vais jusqu'à l'ETI, mais pas au-delà, parce que après c'est compliqué dans les grands groupes, et l'accompagnement de dirigeants en direct, puisque souvent ce sont des gens qui ont des vies exceptionnelles, des choses incroyables à dire et qui savent simplement pas le dire. Voilà. Ouais. Eh ben écoute, et donc tu as dû croiser énormément de monde, voir beaucoup de sujets, de problématiques enfin voilà, de l'ingénierie informatique au marketing. Ton Mais en plus, rapport, ça a toujours été des C-level. Ça a toujours ouais, été ça. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Donc des gens qui avaient budget et pouvoir de décision. Et ça, c'est très confortable quand je vois le métier que certains ont pu faire dans les différentes strates. Quand on tombe à la fois sur des gens qui ont le budget et le pouvoir de décision, on fait des choses intéressantes. Parce que l'intérêt, c'était ça. C'était moi, j'ai travaillé pour de l'argent parce que c'était nécessaire, mais surtout l'idée était de faire des choses intéressantes et qui me donnent envie de me lever le matin. ouais. Et oui, c'est vrai que c'est confortable, rassurant d'avoir accès aux décideurs, ce qui est un peu, Et enfin, ce ouais. qui peut être effectivement un sujet. Et du coup, pour arriver dans le sujet de l'IA, quand arrive, euh, j'imagine que par tes activités, tu es déjà à pointe, on va dire, de l'information, que tu passes pas à côté de l'innovation, puisque c'est quand même en partie là-dessus que se base ton quotidien. Quelle était ta réaction quand tu as vu arriver ChatGPT, novembre 2022,
Si tu te souviens de ta première réaction, qu'est-ce que ça a été? Ma première réaction, ça a été déjà d'essayer de me connecter, ce qui n'a pas été simple Ouais, au départ. Après, j'ai posé une première question en mode moteur de recherche. Il m'a donné une réponse que maintenant j'analyse comme étant une réponse mais naze au possible avec des tics de langage monstrueux. Mais j'ai eu l'impression d'avoir vu ma première boîte de Lego quand j'avais 6 ans, quoi. ouais, Sérieusement. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ce truc-là existe. Et j'ai dû me connecter à 10 heures le matin. J'ai fait une pause contrainte à midi parce que on est venu me chercher et m'extraire. Et à 19 heures, je me suis arrêté, mais j'ai pas arrêté, quoi. J'ai chargé à ouais. 1000 de façon absolument invraisemblable. J'ai pas cru que ça existait. Et j'ai juste fait une pause d'après-midi en disant, j'ai envoyé un mail à une vingtaine de personnes, des potes, en leur disant, les gars, je suis tombé sur un truc, mais énorme. Ouais. Parce que j'ai pas fait partie de ceux qui étaient déjà sur Oui, les LLM ou qui déjà avant. Il y en a, ça fait des années qu'il y a des gens qui travaillent sur. oui. C'est souvent des ingés, hein, des gars qui sont pas très fun, qui sont très structurés. Bah, l'accès était réservé aux ingés, parce que si tu dis en août 2022, tu dis ChatGPT pour rentrer dessus, enfin, si t'es pas Voilà. développeur ou Et quasiment, même pour les vrais, ce qu'on appelait enfin la sous-couche, le bas des couches ISO de l'IA, mais c'était réservé à des développeurs, à des trucs, des gars qui parlaient de ça, on comprenait rien. Voilà. Et de toute façon, ils faisaient pas l'effort, ils sont un peu vulgarisés, donc bien sûr. ouais, Et donc là, j'ai envoyé un mail à tout le monde en disant, les gars, faites ça, parce que allez voir, quoi. Allez voir. ouais. C'est juste intéressant. Il y en a deux qui ont réagi, qui m'ont dit le lundi, parce que je sais plus quand c'est sorti, enfin, qui m'ont dit 3-4 jours après, on te remercie pas, qui m'ont traité tous les noms d'oiseaux en me disant, mais ça fait 2 jours qu'on est dessus, on a à peine mangé, on n'a pas bu, on a rien fait. Voilà. Si tu veux, ça m'a fait penser dans l'usage, je sais pas si tu as connu tu es plus jeune que moi, mais je sais pas si tu as connu des jeux comme SimCity ou Command and Conquer ou autre. Moi, quand c'est Si, arrivé, voilà, nous on avait des réseaux très performants, de haut débit, etc. Et on avait un directeur technique dans une des agences que j'étais qui était un fan des jeux. Et donc, il nous avait installé d'abord SimCity, il avait réussi à le monter, et ensuite Command and Conquer en réseau. Première fois qu'il les installait le soir à 17-18 heures, et en fait, je suis reparti le lendemain matin à 9 heures, quoi. Ça me ouais, fait penser à ça. C'est invraisemblable. ouais. Non, mais Invraisemblable. c'est vrai que le shoot de dopamine que ça a généré en plus, enfin, je pense il y a vraiment l'effet de sidération, puis assez vite l'effet de comprendre ce que ça va engendrer. Mais oui, tout à fait. C'est tout à fait un jeu vidéo où tu dis bon, je suis débile, il est 3 heures du mat, mais je continue. Voilà. Et je notais les idées. Et à chaque fois que j'avais une idée, je me dis, bon, là, t'as pas le temps, note, note. Et je notais, faudra faire ça, faudra faire ça. Et mon faudra faire ça, je notais ça dans un mail au départ, parce que j'ai l'habitude de mettre dans les mails. Je crée un mail, Gmail, et je note. Et à un moment donné, j'ai dit, non, il faut que t'arrêtes de noter, parce que la liste, elle devenait ingérable, quoi. Et voilà. Donc oui, oui, oui. Donc je suis désolé, Donc c'est interrompu, mais il y avait t'avais une question avant, mais je t'ai interrompu là-dessus. ah, mais c'était ce rapport-là et comment et tu vois si on se replace dans enfin d'abord il est hallucinant de voir à quel point ça a évolué depuis cette date-là et pour essayer de mettre en perspective déjà quand tu as la première phase où tu t'es halluciné où tu passes des heures et des heures et puis à quel moment tu dis ok sur notre vie professionnelle va y avoir ça va avoir un impact direct ou indirect. Moi j'ai l'impression tel que j'ai résumé dans un livre blanc que j'ai écrit qui était ceux qui disaient en fait j'ai plus de boulot, plus personne de boulot, c'est la fin du monde, et ceux qui voyaient pas trop le sujet, sachant que la vérité se situe généralement entre les deux. Et alors toi, voilà, c'est quoi, tu vois, le rapport, l'effet sur l'organisation du travail et cette quatrième ou cinquième révolution industrielle. À quel moment est-ce que tu as commencé à réfléchir à ce sujet-là? Le surlendemain. Ouais, Le surlendemain, quand je me suis dit, parce que moi j'ai un problème, c'est que il y a quelques années encore, quand on m'envoyait un email, je répondais oui, non. Il y avait plusieurs questions, je répondais oui, non, blablabla, avec des petites lignes. Et un jour, le patron de l'IT de la boîte dans laquelle j'étais m'a dit, Patrick, il faut absolument que tu mettes bonjour, merci, au revoir et que tu signes. parce que Ok. Donc j'ai fait des templates et après je collais mon oui, non au ouais, milieu, quoi. Et là, je me suis dit, attends, mais parce que j'ai toujours ce problème. J'ai dit, attends, bouge pas. On m'avait envoyé un mail, mais un truc chiant avec des tas de... J'ai pris le mail, j'ai collé dedans, j'ai dit, réponds à ça dans ce sens-là. J'ai vu la réponse. Je me suis dit, allez, j'ai fait ouais, copier-coller, j'ai renvoyé. Une demi-heure après, coup de fil.
Ah, enfin, t'arrives à nous faire des mails qu'on comprend. Merci, t'as mis le temps. Je C'est n'ai même pas toi qui l'as écrit, le mail. Mais non. Et dès que j'avais un mail de plus de 3 lignes qui posait plus d'une question, copier, coller, ChatGPT, réponse. Ouais. Alors déjà, je me suis dit, mais c'est génial. Mais pour moi, j'ai immédiatement envoyé à tout le monde. Oh, on peut faire ça. Voilà. Et là, je me suis dit, attends, moi, je fais ça. En fait, tout le monde peut faire ça. Et on va en arriver à des gens qui écrivent des mails avec ChatGPT, d'autres qui répondent à ces mails avec ChatGPT, etc., 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 etc. En fait, on va générer un bruit phénoménal. On va tous y mettre des formes invraisemblables. Maintenant, moi, je me complique plus la vie. Un gars qui m'envoie une thèse comme ça, je fais copier-coller, résume ce mail, toc, prépare-moi 3 réponses, prépare-moi les points clés, les réponses, copier-coller, je renvoie dans l'autre sens. Je fais même plus d'efforts. Ouais. Ça sert à rien. Euh, je, je vérifie que c'est cohérent. S'il y a un truc qui me paraît louche, je relis quand même en diagonale pour être bon. Et je me suis dit qu'on va gagner beaucoup de temps. Alors, on gagne beaucoup de temps là-dessus. Mais le problème, c'est est-ce qu'il est utile de gagner beaucoup de temps? Et pourquoi on veut gagner beaucoup de temps? Parce que si on se dit on veut gagner beaucoup de temps pour rentrer à 17h chez soi sans qu'on nous dise tiens, tu prends ton après-midi parce que tout le taf est fait, c'est génial. Ou même à 15h, c'est génial. Mais si on veut gagner beaucoup de temps pour continuer à rentrer à 19h parce qu'on fait 3 fois plus de trucs qu'avant et que les 2 gars qui faisaient ça à la place de ce qu'on fait maintenant, on les a virés parce que ça sert plus à rien, ça n'a pas d'intérêt. Donc, Ouais. si tu veux, j'ai rapidement arrêté d'informer les gens en me disant ça arrivera bien assez tôt. N'appuie pas sur le bouton de la bombe. Attends que les gens le remarquent. Parce qu'avec, sur un malentendu, ils vont peut-être même pas le réaliser. Donc, ne leur donne pas des billes pour qu'ils l'utilisent de la mauvaise façon. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'après, c'est une La deuxième règle. culpabilité. Ouais, la deuxième réaction, c'est quasiment une culpabilité à utiliser ce système pour ce qu'il est capable d'engendrer. Oui, parce que si tu veux, j'ai été dans les premiers à mettre en place des solutions de travail à distance dans les entreprises. J'étais dans une boîte qui avait tout Microsoft et on devait être le 12e ou 11e client de Google, de Google, de la Google Suite en France, Ouais. un grand groupe Workspace. de Workspace, mais qui s'appelait avant Google Suite. J'ai été un des premiers clients. Moi, j'ai utilisé Writely, enfin, j'ai utilisé Google Docs avant que ça s'appelle Google Docs. Je travaillais déjà sur Writely à titre personnel. Et je me suis toujours dit qu'on avait un vrai problème parce que je travaillais avec beaucoup d'itinérants et puis je travaillais avec des structures qui étaient aussi distantes, etc. Et à chaque fois que quelqu'un voulait se connecter avec un portable quelque part dans le monde, c'était des VPN, des machins, des trucs super compliqués, des autorisations qui marchaient jamais. En pratique, le gars, il pouvait vraiment bosser quand il revenait dans un des locaux de la boîte. Il y avait une structure stable qui avait été conçue par les informaticiens depuis 10 ans. Je me suis dit rapidement, il faut qu'on trouve des solutions. Quand le cloud est arrivé, moi j'ai eu alors, il est décédé il y a peu malheureusement, c'est un gars qui s'appelle Louis Nogès, je considère que c'est un mentor. Tout ce qu'il a prédit, Louis Nogès, dans son blog, est arrivé dans les 3, 4, 5 ans plus tard. Et on était assez en phase là-dessus. Il avait dit qu'un jour, on ne travaillerait plus que dans un navigateur. Je ne sais pas si tu continues à utiliser des applications en premise sur ton PC, mais moi j'ai 90%, 95% de mes utilisations qui sont en navigateur. Il y a un sous-sujet, mais je trouve qu'il y a un retour des applications, notamment Notion, et enfin des applications qui ne sont plus accessibles que par application ou par navigateur, mais en fait c'est le post, on est dans ce qu'on pourrait appeler le post-navigateur maintenant, mais il avait tout à fait parce raison. que Maps, ça reste un truc encapsulé dans un navigateur. Voilà, exactement. Donc on est dans ce schéma-là. Et donc Louis avait dit ça, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il a une raison totale. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de développer ça partout où je peux. Et donc, j'ai pu implémenter Google Suite environ très fièrement, pas du tout, j'ai aucune honte là-dessus. Microsoft du sujet, parce qu'ils savaient pas faire à l'époque, et même actuellement, Office 365, parler, pour lui mettre la Google Suite. Et ça a marché du feu. Donc, si tu veux, moi, j'ai toujours été attiré par ça, et je me suis toujours dit, c'est quelque chose qui va être génial. Et j'ai oublié ta question. On revient on parlait un peu de la culpabilité que tu avais à pousser l'utilisation d'un système qui est celui qu'il y a. Alors voilà, donc c'était ça. Et en fait, j'ai remarqué, à chaque fois que je faisais ça, derrière, et je l'ai fait avant sur d'autres choses, hein, j'ai vendu des solutions Inmarsat, qui sont des solutions du téléphone, avec une valise satellite n'importe où dans le monde, depuis tu arrives à joindre ta belle-mère au fin fond de la Beauce. Donc j'ai ces solutions et j'ai vu toutes les dérives qu'il pouvait y avoir derrière. C'est-à-dire à chaque fois qu'il peut y avoir une dérive, tu as un humain qui se débrouille pour que cette dérive elle arrive.
et c'est pas forcément le meilleur couteau du tiroir. Donc, il faut se dire que si tu le mets pas en position, il ira pas chercher, il va pas tomber dessus par hasard. Mais si tu lui mets clé en main la bêtise à faire, il va la faire. Donc, je me dis, essaye de limiter la casse à ton modeste niveau. Ouais, Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai pas véhiculées, que j'ai pas transmises et que j'ai pas expliquées, et surtout pas dans le milieu professionnel. Je me contentais de donner des billes à des gens qui pouvaient l'utiliser pour s'aider eux-mêmes, versus pour aider les structures à améliorer une productivité qui est déjà suraméliorée. ouais. Mais tu crois que dans ce sens de l'histoire-là, on peut freiner la machine parce que c'est vrai que pour y réfléchir beaucoup, alors, dans tout ce que ça permet de faire dans les opérations marketing, il y a des trucs fabuleux, il y a des trucs qui sont encore un peu fantasmagoriques, mais le mouvement de fond, et c'est effectivement quand même l'impact sur le travail, enfin sur l'emploi et sur le travail, parce que c'est vrai que si c'est plus que des robots qui parlent à des robots, parce que chacun ne lit plus que des résumés, on va perdre un peu, on va un peu déminéraliser pas mal de nos relations professionnelles, mais je veux dire, il y a quand même est-ce qu'il y a quand même un bon côté? Est-ce qu'il y a quand même du fantasme que quand on se retourne quasiment 2 ans plus tard, il n'y a pas encore eu de révolution quantique, il y en aura peut-être une demain, hein, mais tu vois, quel est l'état après presque 2 ans de l'impact de l'IA sur le monde de l'entreprise, puis après dans le marketing, dans certaines opérations marketing, mais ce que tu as pu observer justement dans le monde qui nous entoure et dans le monde dans lequel tu es actif. Eh ben alors déjà, ce que j'ai pu observer, c'est le mauvais côté. Le mauvais Ouais, côté, c'est toutes les grandes sociétés qui ont des prestataires externes, qui sont souvent des agences de com, qui leur pondent du contenu au kilomètre, qui est du contenu d'IA, mais à peine modifié. Moi, je vois ouais, des sites qui se mettent à jour régulièrement. Je vais sur des sites web corporate. Je te dis, ça c'est fait par ChatGPT, ça c'est fait par Gemini, ça c'est fait par machin, tu le reconnais, ouais, mais en 2 secondes, quoi. Ils font même ouais, pas l'effort de mettre à jour et de corriger. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est la croissance du volume de production à bas coût. C'est en gros, pardonnez l'expression, mais en gros, on fait de la merde. ouais, On en fait en grosse quantité, mais les gens ont l'impression d'en avoir pour leur argent parce qu'ils n'arrivent pas à mesurer le coût réel de ce que ça représente. C'est-à-dire mettre un ghostwriter, un gars doué, bon, qui sait bien écrire, qui sait qui s'est infusé dans un milieu qu'il ne connaît pas. Par exemple, un milieu industriel. Imagine le gars il doit vendre des machines-outils sophistiquées dont les clients seront majoritairement des fabricants aéronautiques. Il faut qu'il infuse là-dedans pour pouvoir prendre du contenu sympa, du contenu appétant, etc. Eh bien, ce gars-là, il a un coût. Il a un coût parce ouais, qu'il est extrêmement bien formé, parce qu'il sait très bien écrire, parce que il a une véritable intelligence, des capacités cognitives hors normes. Il sait s'adapter, il sait recracher tout ça. Il sait entrer en contact avec le client pour capter ce que le client veut dire au travers de ses messages. Il sait vraiment ghostwriter. Il va faire ce que le client n'a pas le temps de faire, on n'a pas envie de faire, on n'a pas l'appétence de faire, mais comme si c'était vraiment le client qui le faisait. ouais, Ça a un coût. Mais c'est un coût marginal parce que très peu de gens le savent. C'est-à-dire, tu sais combien coûte une Renault Clio. Si on te la vend 10 000 euros de plus, tu vas te dire, je me fais arnaquer. Par contre, si on te vend 10% de plus une Bugatti Veyron, franchement, il y a 10 ouais, personnes dans le monde qui sont capables de mesurer que Bugatti est en train de les enfumer à 10-20% près. Mais ouais, c'est tout. Donc en fait, on est vraiment dans ce schéma-là. On est dans un schéma où euh, le, j'ai vu, moi, arriver une masse impressionnante d'informations et de mauvais traitements de l'IA. Alors, le côté positif, c'est qu'il y a des gens qui commencent à remarquer qu'on leur vend des trucs pas terribles pour un prix pas terrible. Donc ils disent, OK, ça on n'en veut plus, c'est trop visible, on s'est fait retoquer, on nous dit arrête d'utiliser ChatGPT, on a une image qui est en train de se dégrader, vous arrêtez tout de suite. Donc là, mmh. hop, ça coupe. Il y en a Je trouve quelques. juste pardon, mais la vitesse du cycle du moment où on ne regarde plus le contenu en disant, enfin, Je on pense sait, que je pense que c'est une courbe de type Gartner, ouais, comme ça, avec tu sais, la hype curve, voilà. bien sûr, Et je pense que on va être sur des cycles de 6 mois, de 6 mois à 2 ans. Donc on n'a pas, pour les gens qui sont les moins adoptants, mais adoptants comme un volume, c'est 2 ans. On va commencer à voir retomber un peu ça dans 2 ans. Après, tu as toujours des gars qui n'ont pas encore de site internet. Hein. Tu as encore des oui, boîtes qui comprennent pas qu'on utilise des newsletters, qui se disent mais si on va téléphoner, on appelle les gens. ouais,
Tu vois, il y a encore, ça existe encore, ça. Hein. Donc, et je parle de ça, ça fait 20 ans qu'on se dit non, il faut être présent sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, parce que le digital numérique sur mobile, c'est plus de 50% des budgets. Les gens sont dessus, ils vont pas consulter. Voilà, et t'as quand même encore de la presse quotidienne régionale Ouais. qui fait des paywalls pour des news locales et qui chouinent parce que plus personne ne vient lire leur truc, quoi. Alors que pendant 10 ans, ils ont fait de la recopie de dépêche AFP. Donc, Bien sûr. c'est que il y a toujours ce retard d'un côté qui va exister. On va dire les 20%, même 25% de gens qui sont toujours en retard à la traîne et tout, on met de côté. Il va y avoir 25% de boîtes qui sont très en avance, qui sont très en amont, qui sont sur des cycles de 6 mois, 1 an, 2 ans maximum. Et puis après, tu vas avoir un gros ventre mou d'à peu près 50% de gens qui vont suivre. Et je pense que le cycle, il va être de 1 à 2 ans. Je pense maximum. Pourquoi? Parce que tous les 1 à 2 ans, ils nous sortent un nouveau truc. Ils nous sortent une IA plus performante, ils nous sortent une IA qui fait du son, qui fait de la musique, une IA qui fait de la vidéo. Le texte ou vidéo, pour l'instant, c'est encore cher. Ça coûte. Ouais. C'est pas gratuit. Tu vois, tu peux avoir des images maintenant gratuites. Tu fais du copilote. Moi, j'ai sorti un truc il y a 2 jours. J'ai sorti un post sur le décès, paix à son âme, du créateur de Tiramisu. Euh, le visuel, je l'ai fait dans Copilote en tapant dessine-moi un chef, machin, sur un tableau avec un tiramisu devant, etc. Poum, il m'a sorti une image. Je l'ai corrigé à la marge dans Canva en utilisant encore des outils d'IA d'ailleurs, et je l'ai collé en ligne, et voilà, point. Naturellement, ça fait par IA. Enfin, il y a Oui. quand même des gens qui me disent oui, c'est inadmissible, cette image elle est créée par IA. Enfin, mais c'est évident. À un moment donné, c'est la nouvelle norme. C'est déjà la une nouvelle norme assez rapide. c'est la nouvelle norme. Alors, je suis intervenu au Calnions à la demande d'une structure qui s'appelle d'une boîte espagnole qui est très en avance sur le sujet, qui s'appelle Video Heroes, pour lors d'une table ronde avec des gens organisés par Microsoft. Pendant le Calnions, il y a une plage Microsoft, je suis intervenu là-bas. Et la conclusion que moi j'ai tirée des différentes interventions et que j'ai proposée comme conclusion, c'est de dire que la vidéo, c'est ce qui va être le plus disruptif en matière. Alors, j'aime bien le terme disruptif. Bonjour French Tech. Le plus disruptif, ça va être le texte vidéo et la vidéo en général. On va être capable de produire de la vidéo très rapidement, très efficacement, à des vitesses incroyables, et en plus de la vidéo à bas coût. Donc ça va se généraliser, parce qu'en plus les algorithmes, avant que les gens se mettent en phase avec quelle qualité de vidéo, blablabla, etc. Donc on va avoir beaucoup de vidéos. Et la vidéo, elle a 2 défauts. Elle consomme énormément de ressources en amont, des gros serveurs, des gros trucs, et énormément de ressources sur tout son cycle de vie, c'est-à-dire toute la bande passante, etc., etc. Donc moi, j'avais fait une remarque en disant, écoutez, vous êtes des structures de très haut niveau, vous êtes des agences, vous allez au Calnions, vous avez des lions de toutes les couleurs, or, argent, bronze, vous battez pour faire des trucs de qualité broadcast, c'est-à-dire de qualité de très haut niveau, des trucs qui peuvent passer, vous prenez la vidéo, vous la mettez sur un écran de cinéma, tout le monde a l'impression que c'est un film. Les gars, il faut que vous arrêtiez, parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'on le regarde maintenant, la vidéo. On la regarde même comme ça, et on regarde même que cette partie-là. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire une très petite surface sur un téléphone mobile, soyez juste meilleur que le gars qui va faire du texte ou vidéo. Mais juste 10% meilleur. Que l'œil puisse dire, ah, lui, il a fait un effort. Lui, il a fait un effort. Voilà. Ça sert à rien de faire un truc de qualité broadcast de fou. Vous faites un truc juste meilleur, quoi. Voilà. Donc, il va y avoir quand même, et j'aimais bien le slogan de Microsoft là-bas, l'IA n'est pas intelligente, c'est vous qui l'êtes. Ouais. L'IA n'est pas créative, c'est vous qui l'êtes. En fait, c'est là que ça va se jouer. On sait faire de la vidéo depuis longtemps, hein, depuis des années. On a un smartphone, on peut faire des vidéos. Il y a très peu de vidéos exceptionnelles faites par tout le monde. On a dit que le smartphone et son téléphone allaient tuer la photo, la vidéo et le reste. Ben, en pratique, non. En pratique, non. On continue à avoir, si on veut des belles photos, aller chercher un photographe. Si on veut des belles vidéos à un mariage, non, c'est juste qu'on a des milliers et des milliers. Et c'est vrai que l'encombrement impalpable que ça génère est énorme parce qu'on a, enfin, quand on était plus jeune, on avait des cartes, des albums, on prenait des photos, on avait des appareils jetables. Ma fille en a acheté un. Ça c'est se que ça trouve revient, encore. ça. J'en ai acheté 2 à mes gamins, moi. Des jetables numériques, un truc de fou. Ouais. Tu prends la photo, tu sais pas à quelle tête elle aura. Et voilà, et maintenant, on a juste 3000, 10 000, 100 000 photos sur notre téléphone qu'on consulte pas toujours. Et c'est vrai que la notion de comme c'est possible, on le fait. Et en fait, c'est un peu ça. On ne s'attache pas à la nécessité
de contrôle qu'on doit avoir sur ces choses-là. Tu vois, c'est Oui, typiquement ce que mais tu dis. Ça sert à ouais, quoi de faire du 4K pour des trucs qu'on va regarder sur des écrans de tout à 2 fait. centimètres sur Et 3. de toute façon, si tu fais du 4K de la bande de potes en train de boire une bière tapas à 17 heures, ça va durer 5 secondes parce qu'en fait, on a autre chose à faire que se prendre tous en vidéo. Tu vois, Ouais, les ados de 15 ans, 17, 18, 19, 20, ben, ils en auront un jour 23, 24, 25 et ils vont arrêter de se prendre tous en photo. Tout le monde n'est pas ouais, influenceur. TikTok, c'est pas des milliards de personnes qui gagnent de l'argent dessus. C'est quelques milliers de personnes, quelques centaines, ouais. quelques dizaines qui gagnent vraiment beaucoup de sous. Donc, si tu veux, et en plus, bizarrement, ils sont très créatifs et ils deviennent très créatifs. Dans ceux qui ont essayé de percer, tu as ceux qui ont réussi et qui sont bizarrement plus Mm. créatifs que ceux qui n'ont pas réussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment une notion artistique derrière, une notion de créativité, une notion d'intelligence, aussi bien d'intelligence du support, d'intelligence artistique que de capacité cognitive. Tu vois, ceux qui ont tenu la rampe sur le long terme, sur les youtubeurs, notamment en France, c'est des gars qui sont globalement plus malins que les autres. Et quand tu les vois parler de sujets différents, tu t'aperçois qu'ils ont pu pivoter. Ils sont plus intelligents que ceux qui ne sont plus là. Donc Mm. il y a vraiment il y a vraiment ça. Et je pense que l'IA ne va pas pouvoir tuer ça. Il faut voir l'IA comme un marteau. Un marteau, Ouais. ça enfonce des clous. Mais tout n'est pas un Et clou. voilà. Si tu veux enfoncer un clou, tu prends un marteau et ton clou il sera bien enfoncé. Tu peux réussir à le faire, des fois tu te tapes sur les doigts, t'es pas bon, etc. Mais c'est un outil. C'est un outil. Les gens qui voient ça autrement que comme un outil, c'est pas bon. Et si tu sais pas Ouais. bien manier ton marteau, tu t'écrases le doigt, tu casses ton clou, tu enlèves ton clou, tu le remets, etc. Et l'exemple du marteau est bon parce que c'est vraiment un truc super basique. Tout le monde sait prendre un marteau, taper, enfin, non. Mais en fait, non. Mais non. Ouais. Parce que même avec un outil aussi simple, il y a des ratés. Donc t'imagines que plus l'outil est sophistiqué, plus il va falloir maîtriser cet outil. Moi, je date d'une époque où les entreprises n'étaient pas informatisées. J'ai mes premiers cachets, mes premiers salaires, c'était l'informatisation des entreprises. On a dit, les gens ont dit, l'informatique va nous piquer nos boulots. Et puis j'ai vu des assistantes secrétaires, parce qu'on avait des secrétaires à l'époque dans des entreprises, la fille qui notait sur des papiers, qui prenait des notes, qui allait les saisir sur une machine à écrire, etc., qui est devenue une fille capable d'envoyer des fax sur des ordinateurs, de recevoir des fax, d'envoyer des téléx, de faire de la compta, de gérer des agendas multiples, etc. Alors peut-être qu'elle en a remplacé deux autres, mais elle est montée en gamme, en compétences, elle a fait plus de trucs plus intéressants, et les deux autres, elles n'ont pas disparu de la circulation. Hein. On n'a pas, euh, on n'a pas 40 millions de personnes au chômage, on en a 12 millions déjà, ou 6 millions, je sais plus, Mm. c'est pas mal. Mais, euh, mais tous ces gens-là, en fait, sont montés en compétences, réellement, réellement. Et maintenant, l'informatique, elle fait partie de notre vie. On n'imagine Ouais. plus ne pas être informatisé. Donc, je pense Oui, mais alors tu vois, il y a un truc qui est intéressant et qui est que cette assistante, effectivement, ça me rappelle des discussions que j'avais avec mon père. Enfin, lui, c'était encore une autre époque où ne serait-ce que d'aller s'adresser à son N+1 prenait du temps parce que l'assistante écrivait, il y avait des courriers. Enfin, ouais. eh oui, C'était assez marrant une discussion. Et lui, il est passé au fax, à l'email, et maintenant, je suis en train de lui apprendre l'IA. Néanmoins, c'est peut-être que le changement de paradigme est que cette assistante, qu'on a peut-être remplacé 2, on a peut-être remplacé 10, elle reste dans un boulot de... le boulot, sa mission reste la même, les outils ont changé. Est-ce que cette personne-là, demain, peut devenir ta community manager, ton monteur vidéo, ton planificateur de projet, en plus d'être la personne qui va orchestrer le rendez-vous et faire en sorte que les choses, enfin, qui est déjà très outillée pour faire beaucoup de choses, mais est-ce qu'elle est capable de passer à une autre, est-ce qu'il y a une commoditisation aussi de métiers considérés à plus forte valeur ajoutée qui embrassent la stratégie, la créativité, l'analyse de données, ces choses-là. Tu vois, est-ce que l'IA, est-ce que la promesse de l'IA qui va un peu dans ce sens-là, elle est réalisable selon toi? l'exemple de l'assistante est parfait. Hein. Moi, je parle des Mm. assistantes de direction. C'est des filles qui étaient surtout des gardes-chiourmes, qui empêchaient les gens de franchir la porte du bureau du patron, qui rédigeaient des lettres, qui prenaient des lettres à rédiger et qui géraient leur agenda. Et il y a depuis à peu près 20 ans, ces filles-là, des fois c'est des mecs, mais c'est souvent des filles, ces filles-là sont devenues le véritable bras droit du dirigeant. Mais véritable. Elles ont des connaissances, elles donnent du conseil, elles ont une vision stratégique de l'entreprise qu'elles n'avaient pas avant, déjà parce qu'elles sont le point d'entrée, le point nodal d'énormément d'informations. Et le profil de l'assistante de direction, c'est plus du tout la secrétaire plus quoi. C'est devenu Ouais. c'est des filles qui souvent
ont fait sont passés par Sciences Po, ont fait des très hautes études, euh, et, euh, et et les dirigeants les emmènent avec eux, ou avec elles des fois. C'est quasiment le niveau, pour ceux qui connaissent un petit peu la politique, d'un chef de cabinet. Ouais. Et le gars, il s'en va avec elle, quoi. Il lui fait un pont d'or de l'autre côté. Il n'y a pas que dans les séries américaines qu'on voit ça. Le gars, il part Ouais. vraiment avec elle. Ils arrivent en binôme. Il arrive avec aussi 2, 3 mois après son responsable de ci, de ça. Il essaie de glaner l'équipe qu'il avait réussi à construire. Et 6 mois après, d'un coup, tu as un DAF qui débarque venu de nulle part, mais lui, il a travaillé avec lui il y a 5 ans dans telle boîte, donc il sait, hop, il revient. Il arrive. Et la fille ne le quitte pas. Ouais. Ce sont des gens qui ont réussi, ce sont des filles, des femmes en l'occurrence, qui ont réussi à appréhender les outils à un tel niveau de compétence que, euh, enfin, qu'ils Leur, n'auraient pas pu leur apprendre rôle a profondément changé dans l'organisation même de l'entreprise. complètement, complètement. Ce sont d'ailleurs souvent que dans les COMEX, tu t'aperçois que la seule personne qui n'est pas dans le COMEX, un des dirigeants, c'est l'assistant du dirigeant, du gros dirigeant. Et Ouais. le compte tout le temps. Et souvent, tu as les autres membres du COMEX qui viennent en disant pour cette info, tu aurais quelque chose à me dire. Tu vois, elle est vraiment dans une position de bras droit du dirigeant. Le titre n'a plus de sens, en fait. Le titre n'a plus Ouais. de sens. C'est un poste qui s'est créé ex nihilo. Alors, il y a très rares personnes qui sont capables de faire ça, hein, qu'on soit clair. Mais toutes celles que j'ai rencontrées ont ce niveau-là. Donc c'est assez exceptionnel. Il y a ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis il y a, surtout, il y a une étude assez incroyable sur les consultants dans les cabinets de consulting. Il y a une étude assez incroyable là-dessus. Je vous la retrouver en cherchant un peu, qui a dit que ils avaient fait un test avec des consultants sans IA, des consultants avec IA, et voir un petit peu ce que ça donnait après. On leur donnait des outils IA, on leur donnait pas d'outils IA. Et les très bons étaient très peu impactés par la performance supplémentaire que donnait l'IA. Mais genre à la marge, quoi, 5-6%. Ouais. Ils étaient 5-6% meilleurs à peine. Les très mauvais étaient juste avec de l'IA très mauvais. Mais les moyens, avec l'IA, ils atteignaient le niveau des très bons. C'est une très bonne image, en fait. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'il en est? Ben, ça veut dire que les moyens, les mauvais, ben, tôt ou tard, les mauvais, ils restent pas où ils s'en vont, ben, qu'il y a un turnover important dans le bas de la pyramide. Mais les gars du milieu, en fait, t'arrives à leur donner un supplément de compétences, un supplément d'âme, qui les fait se hisser au niveau des meilleurs qui le sont naturellement. Et les meilleurs, le gap du meilleur avec ce qu'il y a au-dessus, il est pas énorme. Mm. En fait, du coup, il faut pas que je dise du coup. Comment ça s'appelle? En entreprise, on en arrive au même schéma que dans le sport, et là, c'est bien d'en parler en ce moment. Le sportif de haut niveau, par rapport au gars qui est juste en dessous de lui, le dixième de seconde ou la seconde, elle est ridicule, vu Ouais. du côté Formellement, elle est ridicule, ouais. du néophyte. Une seconde, c'est quoi? Une seconde, c'est 300 bonhommes. Entre le gars Ouais. et le gars qui fait une seconde, il y a Ouais. 300 personnes. Eh bien, en fait, là, on a réussi à réduire de façon très forte l'écart. L'IA réussit à réduire de façon très très forte l'écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à performance égale, une entreprise va pouvoir travailler peut-être avec moins de monde. Mais avec à périmètre égal, une entreprise va être globalement beaucoup plus performante parce qu'elle va pouvoir hisser les gens qui sont moyennement performants et qu'elle a identifié, parce que c'est facile à identifier quand on fait bien son boulot de RH, qu'on arrive bien à identifier ces gens-là, va pouvoir les upgrader, littéralement, pour leur donner une meilleure qualité de travail. Je parle pas de performance, une meilleure qualité de travail. Et cette meilleure qualité de travail va permettre à l'entreprise d'être globalement plus qualitative. Elle s'est Ouais. déjà Et redonnée. donc plus performante. C'est-à-dire que Oui, mais voilà. la Et performance plus doit être une performant. conséquence et pas une cause, quoi. Voilà, ça devient une conséquence. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien parce que on parle bien à périmètre égal. Donc, on Mm. ne perd personne. On repère les gens qui sont bons. On va les augmenter un petit peu. Mais à la limite, on n'en a même pas besoin parce qu'on s'est aperçu que les très bons des consultants sans IA étaient au même niveau que les moyens avec IA. Donc, le Ouais. gars qui veut pas faire de l'IA, ben, il rentrera dans la catégorie des moyens d'avant qui sont devenus très bons. Il va rester à son niveau et voilà. Et puis à un moment donné, le temps nécessaire, il finira par passer. Moi, je sais que j'ai très 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 longtemps résisté à l'usage d'un téléphone mobile, alors que tout le monde en avait. Moi, je n'en voulais pas, ça me saoulait, je voulais pas se filer à la patte. Et puis j'ai fini par l'avoir. Bon, voilà. Ouais. Et puis, bah, ouais, ouais. Et alors, ce qui est
hyper intéressant pour prolonger cette image, cette histoire du consulting, c'est que si demain t'accompagnes une entreprise, disons ce que tu dis entre la PME et le TI, quelqu'un qui a quoi, 300 personnes dans sa boîte, pour atteindre, quel soit ton conseil pour la mise en place justement de l'IA, dans le sens où je pense que le constat de se dire, pour peu qu'on soit convaincu que ça va avoir un changement, parce qu'il y a encore des chefs d'entreprise qui, à mon avis, font de la résistance au changement, ou ont pas eu cette épiphanie que tu as eu en novembre 2022. Comment tu dirais à un chef d'entreprise qui est très occupé, qui peut avoir une assistante très performante, mais tu peux tu as surélevé le niveau de ton équipe. T'aurais un toolkit, recette magique, non, mais une suite de conseils pour l'orienter là-dedans, parce que tu vois, tu étais un petit industriel. T'es déjà, t'es déjà noyé ou t'es déjà très occupé par plein de sujets. Ce truc-là arrive au milieu de la table. Tu vois, des deux côtés, du côté du conseil et du côté du patron, comment est-ce que tu intègres ce sujet sans faire l'erreur de payer des centaines de milliers d'euros à un cabinet de conseil qui généralement va faire un travail résolument médiocre, parce qu'il n'y a pas, parce que moi, mon expérience, ma façon de le dire, c'est qu'il n'y a pas forcément une convergence d'intérêt entre les deux. Il y en a un qui veut vendre du TJM et l'autre qui veut faire marcher un truc, et que il y a des industries entières qui vivent de cette discordance, mais bon. Oui, donc tu vois, ce serait quoi ton approche avec un patron, je te dis 300 employés dans de l'industrie ou du service industriel? mais j'ai une approche qui est excessivement simple, hein. Je le mets lui, le responsable RH et son responsable métier principal, c'est la vente, c'est l'industrie, son responsable industriel de production, autour d'une table. Et je lui dis, vous me listez les 10 emmerdeurs que vous avez dans vos dans votre structure, qui posent des questions tout le temps, qui comprennent pas comment les choses fonctionnent et qui ont envie de savoir comment ça fonctionne réellement. Vous me les listez. Ces 10 gars-là, je les réunis, je leur donne une grosse formation à l'usage des IA génératives en leur disant, voilà, ça existe. Voilà ce qu'on peut faire. Alors dans votre métier, ça va être de la conception, des trucs, enfin peu importe. Voilà. Je leur donne une grosse formation et je leur dis en gros sur la première journée comment vous voyez l'utilisation de ça dans votre métier. Là, ça brainstorming, ça va fuser dans tous les sens. Je dis ok, pas de problème. Donc vous avez une vision, vous êtes curieux, vous savez que ça peut arriver. Moi, vous donnez un gros coup de pouce dessus et je demande aux patrons de l'ETI de consacrer un pourcentage de leur temps, 10, 15, 20% de leur temps, à utiliser ça pour voir comment ils peuvent améliorer le quotidien et comment ils peuvent se simplifier la vie ou créer des trucs nouveaux ou être différenciants par rapport à ce qu'ils faisaient avant. C'est tout. Je dis ça. Et j'en reviens 6 mois après. Mais tu crois que pour ça, ma grosse question là-dessus, c'est que je trouve qui rejoint en fait peut-être le plateau, certain plateau auquel on arrive avec l'utilisation de l'IA, même si elle évolue beaucoup, mais je trouve que c'est une utilisation très individuelle. C'est-à-dire que t'as ton chat GPT, j'ai mon chat GPT, t'as tes modèles, t'as tes agents, tu t'es créé ton petit monde, voire t'as des connecteurs make qui font certaines opérations, mais à un niveau d'une entreprise, j'ai encore du mal à voir des cas d'usage où ça y est, les collaborateurs utilisent le même outil qui a de l'IA en dessous. Encore une fois, ils l'utilisent pas parce que c'est de l'IA, mais ils utilisent ils ont des process qui ont été solidifiés avec de l'IA. Je trouve que c'est encore très j'utilise ChatGPT. L'opportunité, le potentiel est dingue, mais des boîtes qui ont mis vraiment de l'intelligence artificielle dans leur process interne, parce que moi je pense, on voit beaucoup les bots, et je trouve qu'il y a des limites, mais dans l'interne, que soit tu prends, on reprend cette boîte industrielle, tout ce qui va du passage de commande de passage de commande du client à l'ordre, à l'unité de production, j'ai l'impression que ce sont des process qui sont qui reste très traditionnel, ou juste à la marge, il y a parfois un peu d'IA, mais pour corriger des mails, pour lire, pour répondre à des questions, mais tu vois, le côté, la machinerie, je sais pas si elle est mise en place, c'est très bien aussi, ce que je dis, parce que si ça se trouve, on va me dire, oui, il y a des trucs incroyables qui ont été mis en place, mais j'en ai pas encore vu, alors que je baigne dedans, mais je baigne dans un monde très tech, numérique, dans lequel ça va un peu de soi, mais dans l'économie traditionnelle, pour l'instant, je trouve on arrive au moment de maturité où ça va se mettre en place, mais je l'ai pas encore observé, moi. Alors là, tu me parles de mise à l'échelle, en fait. Ouais. Souvent, le trajet très de passer de j'utilise moi ChatGPT pour. Oui, je te confirme, je suis d'accord avec ça. Je mets un système en place. Je confirme à mon modeste niveau, je confirme le fait que ce soit quelque chose de très individuel.
D'ailleurs, dans ce que je t'ai dit tout à l'heure, on prend bien 10 bonhommes, ou les 10%, ou les 10 chieurs qui posent des questions, et on leur explique comment faire, et on parle bien d'usage individuel. On parle bien de ça. Pourquoi j'ai pas parlé de mise à l'échelle de ça, de scaler le truc? Simplement parce que les contraintes industrielles, les contraintes de l'entreprise, c'est d'avoir des outils homogènes et faciles à maintenir. Surtout quand c'est de l'IT et surtout quand il y a des process. On va mettre SAP parce que globalement on sait que ça marche et si ça marche pas, on sait qu'il faut mettre de l'argent sur la table pour que ça marche. On va mettre Microsoft parce que après tout, c'est pas plus mauvais qu'autre chose, mais tout le monde sait à peu près l'utiliser. On va utiliser des réseaux, des sites, machin. Tout ça parce que, si tu veux, ils ont tous. Il y a un syndrome que moi j'appelais le syndrome de Hongwei, qui est l'inventeur du parapluie, c'est que tous les patrons de l'informatique, tous les patrons de la finance et tout, avant de prendre une décision, d'abord ils ouvrent le parapluie. Ouais. En se disant, ok, quand ça va me tomber dessus, quel est l'argument que je peux déployer pour dire, ben, je mets IBM, Microsoft, SAP, je pouvais pas savoir que ça allait planter, les gars. Ouais. Et là, le patron... Personne ne vous en voudra d'avoir choisi IBM. Voilà. Voilà. Donc, le syndrome de Hongwei, il est généralisé. Donc, avant de mettre à l'échelle, avant que ça s'infuse, avant qu'on ait des solutions massives dans l'entreprise, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas d'acteur qui va pouvoir effacer les trois que je viens de te citer. Donc, il va falloir que ça vienne d'eux. Donc, Microsoft, c'est très malin ce qu'ils font. L'investissement dans ChatGPT, Copilot, tout ce qu'il y a autour fait qu'à un moment donné, tout ça va arriver de façon naturelle dans les outils que tu utilises déjà. Donc, ils vont tous faire de l'IA. Et ils commencent déjà d'ailleurs tous à faire de l'IA. Moi, je te dis, quand tu étais au Canyons, ils nous montraient ce qu'on pouvait faire avec Copilot. Tu disais, waouh, c'est un peu comme Excel. Excel, tout le monde utilise Excel, c'est le mal. Au PowerPoint, il y a du PowerPoint et d'Excel partout. On connaît à peine 5% des fonctionnalités des outils et pourtant, on fait des trucs de fou. Il y a même des gens qui font des logiciels de gestion avec un Excel. Donc c'est mauvais, c'est mal. Hein. Ne suivez pas ce principe, mais ne suivez pas cet exemple. Mais c'est un peu ce qui va se passer. Il va y avoir une telle puissance derrière que le bot, en fait, on avait des systèmes experts, on avait des solutions il y a 20, 30, 40 ans qui ont été peu utilisées parce qu'elles n'étaient pas directement liées avec l'usage et l'outil. Mais si quand tu tapes un texte, tu tapes 3-4 idées dans une réunion et derrière on te dit ok, les 3-4 idées qu'il y a là, c'est bien développé, tu les rentres dans un PowerPoint, tu fais IA moi tout ça, et poum, il te sort des visuels, des machins, il crée des images, tu les retouches à la marge et tout. Bah, ton PowerPoint, au lieu de passer 45 minutes à essayer d'aligner la capitale avec le trait du dessus, tu vas simplement passer tes 45 minutes à créer des jolies images qui vont rendre les gens un peu plus appétents sur le sujet, que tu pourras ensuite directement publier sur les réseaux sociaux de l'entreprise, etc., etc. Donc ça va venir, mais ça va venir de la part des grands qui ont ces outils. Et c'est pour ça que c'est très malin ce que fait Microsoft avec Copilot et ce que vont faire d'autres et ce que fait d'ailleurs aussi Google avec Gemini en intégrant dans l'intégralité de la Google Suite. C'est très malin parce que... C'est pas terrible, hein. Moi, j'ai pris l'abonnement... Mais non, mais c'est hyper clair. Terrible, non, ouais. Voilà. C'est malin, pourquoi? Parce que ça va casser les pattes du gars qui, individuellement, un gars comme moi, par exemple, qui va dire ouais, avec ça, je fais ça, 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 mais arrête de nous emmerder avec ça. Tu fais la même chose avec la même chose, ce qui est pas vrai. Mais le béotien va croire que c'est vrai. Et dans ce cas-là, on sabote direct le génie qui va pouvoir trouver un usage incroyable, qui va peut-être faire basculer le client, donc l'entreprise, vers un autre outil. Et dans ce cas, il redevient l'emmerdeur qu'il était avant sans l'IA, à poser des questions bizarres, à pas comprendre pourquoi sa gestion de production, elle fait pas pile le truc, etc. Voilà. Alors, je retiens que en fait, l'installation, enfin la désindividualisation ou l'installation à l'échelle, ça viendra des gros acteurs. Il y a peut-être un ou deux qui vont apparaître. De fait, OpenAI, personne ne connaissait avant novembre 2022, et c'est devenu l'un des acteurs par défaut. Que les emmerdeurs ne disparaîtront pas. Et finalement, oui, il faut mettre ça en perspective. L'IA va remplacer des gens, mais va juste être un outil qui va se normaliser je pense relativement vite. Il faut sortir de la zone de fantasme et le considérer. En fait, tu vas vraiment ouvrir l'esprit sur le fait de dire c'est Copilot ou c'est la suite Google. C'est eux qui vont amener l'entreprise a évolué avec de l'IA sans forcément s'en rendre compte, au même titre qu'en fait, on utilise sans savoir beaucoup d'IA depuis très longtemps. C'est juste que ChatGPT a rendu désirable de parler avec un robot, ce qui nous insupportait avant. Mais oui. Ouais.
Non, mais parce que le win, toi, t'es ce chef d'entreprise dont je parlais tout à l'heure. Si t'es excité en disant l'IA, je suis sûr que je peux en faire quelque chose. En fait, est-ce que ton intention et même ton investissement vaut la peine plutôt que d'attendre que les acteurs globaux t'aient créé des produits qui vont marcher à 90% de ce que tu aurais toi-même imaginé dans ton coin. Tu vois, c'est une mauvaise nouvelle pour les intégrateurs de solutions IA, mais c'est en fait un peu la logique du truc. Alors, c'est pas tellement une mauvaise nouvelle pour eux, parce que simplement, il va falloir qu'ils apprennent à vendre ça. Moi, Ouais. je le sais parce que, comment je sais ça? C'est parce que j'ai vendu des solutions incroyables qui démarraient à des entreprises qui n'en avaient pas a priori besoin. En fait, il faut arriver à présenter la solution. Il faut arriver à trouver un patron, un chef d'entreprise qui en rêve, qui a envie de pouvoir dire à ses potes, tu vois, moi je mets de l'IA chez moi parce que je fais tel projet, etc. Un petit peu comme j'ai la dernière voiture, j'ai le plus gros cigare, j'ai le truc, j'ai ci et ça. Et trouver ce gars-là. Une fois qu'on l'a trouvé, lui dire, bon, l'IA à l'échelle dans ton entreprise, laisse tomber, un jour Microsoft, Google, machin, y arriveront, etc. Par contre, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de monter un petit projet dans ton coin, qui sera un projet dont tu seras le sponsor direct, qui est un projet super innovant, et tu vas appeler ça le Labia. Alors, tu Mm. le marketes comme tu veux, hein, et sur lequel tu vas définir ce que sera les solutions phares de ton entreprise dans les années qui viennent. Et en plus, tu fais des partenariats avec des écoles, tu mets un chiffre, tu mets un doctorant, en sponsorisant. Voilà. Et tu te fais plaisir là-dedans. Mais des gens comme ça, il y en a des kilos. Il y en a des kilos. Il suffit juste Ouais. de les trouver. S'imaginer que tu peux attaquer des gens dont des ETI de 300 à 400 personnes ou même plus des gros groupes en présentant une solution qui va tuer une partie d'un module de la suite Microsoft ou de la suite Google ou de SAP ou ailleurs, c'est un non-sens. Ça n'a jamais Ouais. fonctionné. Ça fait 50 Ouais. ans que ça fonctionne pas, avec toutes les différentes strates de l'informatisation des entreprises qui ont eu lieu. Et dès que ça fonctionne, de toute façon, tu te fais racheter par le gros qui dit, ah, tu as une solution d'intranet géniale, euh, 6 mois après, tu te fais racheter par le numéro 1 d'intranet qui se fait lui-même Ouais. racheter 1 an après par Microsoft et qui fait disparaître ta solution parce qu'en fait, potentiellement, tu allais peut-être concurrencer Word, Teams et il faut surtout pas parce que c'est un socle qui est déjà amorti, qui coûte plus rien et qui Ça verrouille rapporte des tellement, milliards. voilà, et qui verrouille tellement la culture d'une entreprise aux fournisseurs qu'il faut surtout pas que quelque chose arrive dedans. Donc, ou alors tu fais ça, c'est-à-dire tu crées un outil qui va vraiment attaquer un pan pour montrer à quel point ils sont nuls en priant qu'ils te rachètent. Beaucoup ont essayé. Il y en a beaucoup qui ont planté. Tout le monde n'a Oui, pas. c'est pas forcément la meilleure stratégie, mais c'est Voilà. Et je pense que ouais, la meilleure stratégie, quand tu as une petite structure française notamment, c'est de trouver des patrons de PME, PMI, de TI qui sont des gens qui ont envie d'innover, qui ont envie de s'amuser, qui en ont marre de gérer au quotidien et qui ont envie d'avoir mm. cette petite danseuse qui serait, alors désolé pour le terme danseuse, mais c'est un terme générique, hein, cette petite danseuse qui serait leur bouffée d'oxygène Leur le soir. le Voilà, fameux 20% de Google, voilà, même si c'est pas vraiment, exactement, au niveau du patron, ouais. de sa petite équipe dans un coin qui coûte pas trop cher et qui rapporte quand même parce qu'elle trouve des trucs sympas et que ça va travailler la marque employeur, ça aide la marque employeur, ça aide l'image de Ouais. marque de l'entreprise. Voilà. On est innovant, on fait de l'IA, on a un lab, on fait blablabla, etc. Si tu veux, c'était, il y a 10 ans, c'était le pôle innovation des Mm. entreprises, quoi. Ouais. Et alors, en dernière question, si on se reparle dans 2 ans, on va dire qu'on est en novembre, qu'est-ce qui va avoir changé en 2 ans, à ton avis, grâce à l'IA ou à cause de l'IA? Quelque chose, pas grand-chose? T'as la perspective plutôt à moyen, tu vois, à cette espèce de court moyen terme là, parce que parler à 50 ans, c'est toujours un peu, Non, non, mais je suis en voilà. 2 ans, ça me va très bien parce Ouais. qu'au-delà, le gars qui va faire Comme la disait calcul Keynes, de à ça, long et terme, on est tous morts. voilà, de toute façon. Non, mais à 2 ans, je pense qu'il y a un truc qui va se démocratiser, mais pour des raisons de coût actuellement, qui n'est pas démocratisé pour des raisons de coût. Moi, j'ai très peu d'abonnements payants sur beaucoup d'outils. L'abonnement payant majeur que j'ai, c'est Canva. J'utilise énormément Canva, donc je paye pour Canva.
Je paye pour Netflix, machin, ça, mais je paye pour peu d'outils ou de plateformes ou d'applications. Donc je pense que le jour où on mettra les bots, les chatbots, la possibilité de créer des chatbots, la possibilité de les dupliquer, j'en prends un qui me plaît, toc, je le modifie à la marge, etc. Ça, le jour où ça va se démocratiser, ça va prendre une très grosse ampleur. Je pense que ça, à un moment donné, il faut que ça devienne gratuit. J'espère qu'à 2 ans, ça deviendra gratuit parce que ce sera financé par des solutions qui sont beaucoup plus coûteuses et qui seront nécessaires aux entreprises, qui elles vont être prêtes à mettre de l'argent sur la table pour que les 2-3 furieux qui à la marge vont utiliser ces chatbots à titre personnel puissent ne pas avoir à les payer parce que le frein c'est quand même l'argent. Je pense que c'est ça, c'est qu'on aura des outils de plus en plus performants, de plus en plus vulgarisés, utilisables de façon beaucoup plus vulgaire, au sens simple, de façon plus simple, un petit peu comme on a vécu l'arrivée de ChatGPT. Ce que fait ChatGPT, beaucoup de gens savaient le faire avant, avec des requêtes super compliquées, etc., etc. Et là, tu poses une question, tu plugues ton IA générative sur tout ton environnement bureautique et tu dis, sors-moi la facture de temps, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon revenu, baisser mon truc, etc. Donc, créer ce genre de bot, je pense que c'est ça, la vulgarisation de l'usage des bots et surtout le X to IA. Le texte to, IA n'importe quoi, le texte to vidéo, le texte ça. Et moi, ce que j'aimerais voir arriver, mais je pense que ça va arriver, très honnêtement, c'est l'avatar. C'est-à-dire, moi, je veux plus voir ma tronche sur les réseaux. Je voudrais avoir une tronche standardisée, basique, peu importe que je sois fatigué, pas rasé, pas habillé, pas machin. Là, j'aimerais pouvoir te parler avec l'avatar que j'ai choisi. Après, il est cohérent avec ce que je suis ou non, peu importe. Tu vois, un petit peu comme dans Ready Player One. Oui. Et pour moi. Ah, donc on revient au Web 3, en fait. Oui, on revient au Web 3, qui est pour moi le film. Ready Player One, je l'ai vu plus de 30 fois au cinéma, en vrai, machin. C'est extraordinaire. Le film absolu. Donc, voilà, je rêverais de pouvoir, quand je fais une visio avec mes parents, avec mon téléphone, quand je suis là, je rêverais de pouvoir appuyer sur, poum, produit le truc. Pourquoi? Parce que déjà, j'habitue les gens à ce visage qu'ils connaissent. Alors, que je vais faire, pour ma part, extrêmement proche de ce que je suis. Pas que les gens tombent des nues quand ils me voient, tu vois, mais qui en plus me permettrait de produire du contenu vidéo, parce que je m'aperçois que les gens, alors pour moi c'est pas naturel, hein, mais je m'aperçois que les gens aiment regarder des gens quand ils leur parlent et n'ont pas forcément besoin, se contentent pas forcément d'un truc audio ou de texte. Ils aiment regarder des gens qui leur parlent, ils aiment voir des vrais gens. Donc c'est de tout ce que j'écris actuellement comme post puisse se traduire directement en un Patrick Barabé avatar qui réciterait tout ça de façon fluide comme je le fais naturellement moi. C'est hyper intéressant parce que tu es quand même un gros posteur sur LinkedIn. Donc si on peut, enfin, un des trucs, c'est est-ce que dans 2 ans, Patrick Barabé ne poste plus que des vidéos, ou des montages? Ouais. En fait, en fait, actuellement, ce qui me freine sur LinkedIn, c'est le contenu. Si je commence à faire, donc je pense que je pourrais être intéressant sur une vidéo de 2-3 minutes qui est le texte et sera beaucoup trop long parce qu'à la vitesse à laquelle je parle et tout, pour entrer dans un post LinkedIn, je pense que les gens suivraient cette vidéo de peut-être 30 secondes, 1 minute maintenant, mais 2 minutes plus tard, ils sont capables d'être intéressés si tu mènes un cheminement et tu vas, et que je ne peux pas faire avec l'écrit, et que je ne produirai pas non plus en vidéo parce que je suis pas assez bon. La production vidéo, c'est un vrai métier, et si c'est pour faire un truc tout pourri, tu le fais pas. Et les face cam comme ça, j'en ai quelques-unes à sous coude. Je vais les lancer dans TikTok, je pense, et je prends un truc, je dis voilà les gars, ça, je vais vous montrer quelque chose et je vous commente après. Mais ça nécessite quand même un petit montage, tu vois. Je prends le truc, je fais tac tac et je colle dans. Et ça, ça me prend beaucoup de temps de traitement, de temps de publication et tout. Si j'avais un avatar direct, mais je te ferais, mais 100% de mes vidéos LinkedIn seraient un Barabé avatar. Eh ben écoute, ravi d'avoir parlé avec le vrai. La prochaine fois sera peut-être avec l'avatar. Mais merci beaucoup pour ton temps et pour cet échange. C'était vraiment très intéressant et une très bonne mise en perspective de ce qu'on a vécu, de ce qui nous attend. Merci Patrick. Merci à toi, merci beaucoup. Bye.